Et je reconnais Monsieur le député de Deux-Montagnes. Monsieur le député de Deux-Montagnes, à vous la parole. Merci, Monsieur le Président. C'est un plaisir de vous retrouver ce matin. Un simple mot d'emblée pour vous dire que je voterai en mon âme et conscience contre l'adoption de principe de ce projet de loi pour différentes raisons que je tenterai d'exposer au cours des prochaines minutes. Au cours de l'automne 2009, j'étais de la commission qui a étudié le projet de loi 16, qui est en quelque sorte le précurseur de l'actuel projet de loi 94. Nous avions à ce moment-là reçu plusieurs intervenants allant de différentes organisations publiques, que ce soit la Régie de l'assurance maladie du Québec. Je me souviens qu'on avait également entendu le Conseil du statut de la femme, la Commission des droits de la personne, bref, plusieurs organisations qui sont venues nous exposer leur perception du projet de loi 16 qui était alors présenté, défendu par le gouvernement du Québec. Très rapidement, l'opposition à ce projet de loi s'est fait sentir et cette opposition ne provenait pas essentiellement ou uniquement de l'opposition officielle, mais de la part des différents groupes qui ont interagi là, avec les médias notamment et plusieurs de ceux qui se sont présentés devant nous en commission parlementaire. Quelques semaines plus tard, ce projet de loi a été rappelé et par la suite, nous n'en avons plus entendu parler. Ce qui fait qu'aujourd'hui, si nous posons la question au gouvernement, qu'en est-il de ce projet de loi 16, on nous répond qu'il est toujours bien vivant, mais qu'on attend le bon moment pour le ramener. Mais dans les faits, ça fait plus d'une année que nous l'attendons. Et dans l'intervalle, il y a eu cet autre projet de loi qui a été déposé, soit le projet de loi 94, qui se veut une suite, à notre avis, bien diluée du projet de loi 16. Et tout ceci illustre foncièrement le malaise du gouvernement par rapport aux questions qui touchent l'identité. Le projet de loi 16 se voulait une réponse pour l'administration publique. Le projet de loi 94 se veut une réponse plus globale des accommodements raisonnables. Mais dans les deux cas, on se refuse d'aborder directement la question de front. Et certainement un bel exemple pour l'illustrer, le débat qui s'est tenu hier ici même en cette Chambre sur la question du KIRPA. On se souvient, l'essence de la motion présentée par ma collègue de Rosemont visait à reconnaître l'interdit de porter le KIRPA dans cette Assemblée. Et le libellé de la motion précisait que c'était notamment pour des principes de neutralité de l'État. À ma grande surprise, bien honnêtement, j'étais ravi du résultat. C'est une motion qui a été adoptée à l'unanimité. En toute franchise, je ne m'y attendais pas, mais déjà le résultat me ravit. Mais lorsque les deux groupes ont eu à expliquer leur position, on a pu voir très facilement les divergences de point de vue. Du côté de l'opposition officielle, on a évoqué notamment l'argument de la sécurité, mais surtout le principe de la neutralité de l'État. Or, du côté gouvernemental, on n'a invoqué qu'un seul argument, celui de la sécurité. Et là, ça me fait rappeler d'anciens cours par le passé, ou sinon les propos tenus au niveau des différentes commissions parlementaires, dans les différentes chartes, qu'elles soient québécoises ou canadiennes, des droits de la personne et des droits et libertés, le droit à la pratique religieuse ou à la liberté de conscience est évoqué beaucoup plus souvent que le droit à la liberté ou à la sécurité. Étonnamment, ces chartes, ces textes fondateurs protègent a priori ou en apparence à tout le moins de façon plus spécifique le droit de culte versus le droit à la sécurité. Du moins, les références sont plus nombreuses. Donc, la décision d'hier, si elle me ravit, me laisse entendre ceci. Très rapidement, on aura sans doute des contestations par rapport à cette décision qui fut prise ou par rapport à l'origine de la motion. Il faut se souvenir, le 18 janvier dernier, la commission parlementaire visant à étudier le projet de loi 94 était justement à sa dernière journée de consultation et c'est à ce moment qu'un groupe sikh qui était attendu, qui devait présenter son mémoire, s'est vu refuser l'accès à l'Assemblée nationale pour les raisons que nous connaissons, groupe qui a refusé de retirer leur KIRPA à leur entrée. Donc la contestation juridique nous viendra vraisemblablement de ce refus ou ultimement de cette motion adoptée hier. Bref, tout ça pour dire qu'il y a un conflit réel ou un choc réel de valeurs.
On a ici deux droits qui s'entrechoquent, la sécurité versus la liberté de religion. Au cours des prochains mois, on verra si effectivement cette notion arrive ou se retrouve devant les tribunaux. Un résultat ultimement qui pourrait nous surprendre. Et un autre choc de droit, celui de l'égalité entre les hommes et les femmes versus le droit à la liberté de culte, le droit de liberté de conscience. Et ça, malheureusement, au cours des dernières années, il y a plusieurs jugements qui ont démontré de façon notable qu'il n'y avait pas de prépondérance des droits. Ce sont deux droits qui, dans bien des causes, ont eu à s'affronter. Bref, ce sont ces débats qui reviennent dans l'actualité, qui sont encore bien présents dans la conscience et dans la perception populaire, qui ont amené l'opposition officielle à mûrir sa position. Et sa position nous amène justement à voter contre le projet de loi 94. D'abord, il en dit très peu. C'est un projet de loi excessivement court, quelques articles surtout, mais ce dont je retiens des critiques que nous avons fait nôtre, c'est un projet de loi qui cible essentiellement un cas d'accommodement en le ciblant et en le décrivant de façon très précise, celui du port de la burqa ou du niqab, tout dépendant de l'appellation que nous souhaitons lui donner. Donc, dans tout ce projet de loi, on ne fait que cibler cette pratique encore marginale au Québec, mais tout de même présente. Or, je me souviens fort bien lorsque le gouvernement a présenté ce projet de loi, j'ai encore en tête la conférence de presse qui avait réuni plusieurs ministres et le premier ministre lui-même. Je me souviens que la ministre responsable de la condition féminine était présente, la ministre de la Justice de l'époque était présente, la ministre responsable de l'immigration et des communautés culturelles était également présente. Et toutes ces personnes d'une seule voix ont dit clairement au micro, et le premier ministre en particulier, ont dit clairement au micro que ce projet de loi allait régler de façon définitive le débat des dernières années sur les accommodements raisonnables. Donc, à l'annonce de ces propos, je dois vous avouer, le petit groupe de députés de l'opposition officielle qui travaille sur cette question se sont rapidement rivés devant leurs écrans, anxieux qu'ils étaient de voir quel était le fameux contenu du projet de loi. On s'est dit, si enfin nos représentations des derniers mois ont porté fruit, ce sera bien tant mieux et on sera les premiers à le reconnaître. Sauf que rapidement, dans la présentation même de cette conférence de presse, on s'est rendu compte que le projet de loi tel que présenté n'avait aucune portée réelle par rapport au débat des dernières années. On s'est rendu compte rapidement, et ça a été confirmé à maintes reprises en commission parlementaire, on s'est rendu compte qu'il ne faisait que codifier en quelque sorte les différents jugements qui ont eu cours au cours des dernières années sur les différentes notions d'accommodement raisonnable. Bref, c'est un projet de loi qui ne permettait pas de clore un débat qui, de façon récurrente, je le mentionnais, revient dans les médias année après année, ça depuis quelques années maintenant, et phénomène que je ne m'explique pas, c'est un débat qui a tendance à revenir à l'automne, et encore une fois cette année, ou à tout le moins en début d'année, ce débat a repris de la place dans les médias à travers cet épisode-là de cette organisation SIC qui a souhaité déposer un mémoire. Mais je reviens au projet de loi lui-même. Donc, on vise à interdire le port de la burqa ou du niqab dans les services publics. On parle du projet de loi du visage à découvert. L'objectif est certainement noble, mais déjà après avoir écrit cet article, dans les explications qui le sous-tendent, on peut lire que même cette restriction, elle est soumise ou est potentiellement soumise à un certain nombre d'exceptions. Donc déjà, on en dit très peu, mais dans le même projet de loi, on précise que cette interdiction-là pourrait être contestée en vertu d'un certain nombre d'exceptions. Donc encore une fois, de façon évidente, on s'éloigne de l'objectif. Mais ce qui, moi, personnellement, m'a interpellé davantage à la lecture et à l'analyse du projet de loi, c'est la chose suivante. On cible un groupe. Qui porte le voile ou le niqab? Ce ne sont que des femmes, du moins je n'ai pas eu connaissance d'hommes qui le portaient, donc on parle spécifiquement des femmes, et une seule religion n'a retenu cette pratique, soit la religion musulmane. Or, dans un projet de loi ciblé qu'un seul groupe, à mon sens, ne peut être que contre-productif d'une part et amener un certain nombre de conséquences.
On sait fort bien, et je ne vous ferai pas un étalage des différentes statistiques, mais on sait fort bien qu'au Québec, la communauté musulmane, au niveau notamment de la recherche d'emploi, éprouve des difficultés supplémentaires. Et ce, malgré, ça aussi les statistiques sont très éloquentes à ce niveau-là, malgré un niveau d'éducation souvent plus élevé, malgré une formation qui n'est pas uniquement acquise à l'extérieur, malgré une formation qui est souvent bien québécoise, c'est un groupe qui éprouve des difficultés supplémentaires au niveau de l'emploi et dans des proportions assez importantes. C'est 2 ou 3 fois plus important que la moyenne québécoise au niveau, par exemple, des taux de chômage. Donc, on vise un groupe qui est déjà passablement marginalisé ou mal perçu. On le cible spécifiquement en disant qu'avec ce projet de loi-là, on va régler la question des accommodements raisonnables. Donc, Monsieur le Président, il est fort simple d'imaginer la perception populaire que ça crée. On vient dire indirectement que les problèmes liés aux accommodements raisonnables, que personnellement j'aime mieux appeler accommodements religieux, sont liés à la présence musulmane au Québec, ce qui est un non-sens. Ça nous a été dit à plusieurs reprises en commission parlementaire par des groupes musulmans comme par des groupes de défense tout simplement des droits de la personne. Donc, c'est définitivement une erreur que de cibler un groupe en particulier. Et je vous le disais, ce groupe est perçu déjà de façon difficile. Et ultimement, si le gouvernement parvenait à régler de façon définitive la question des accommodements religieux, on viendrait, plutôt que de rendre encore plus difficile, on rendrait plus facile l'intégration de ces gens de confessions différentes ou qui nous arrivent d'ailleurs. Donc, on est contre-productif dans l'approche qui est retenue par le gouvernement. Ultimement, ce qu'il faut noter aussi du projet de loi, c'est qu'il a été foncièrement mal reçu. 75%, sinon davantage, des groupes qui ont déposé un mémoire se sont opposés. Et là aussi, c'est intéressant. Lorsqu'on fait la part des choses, tous se sont refusés, pas pour les mêmes raisons. Un groupe important se sont refusés de le voir adopté dans sa forme actuelle parce qu'il le disait contraire justement à l'esprit d'intégration, contraire également à cette volonté du mieux vivre ensemble. Mais d'autres et plusieurs de ces opposants naturellement évoquaient des principes qui nous sont chers au niveau de l'opposition officielle, c'est-à-dire une distinction claire au niveau de la neutralité de l'État québécois. D'autres groupes, par contre, et c'est là où c'est intéressant, d'autres groupes se sont opposés. Ils étaient également nombreux pour protéger le multiculturalisme canadien. Ma collègue de Rosemont a longuement abordé la question hier, mais je reviendrai quelques instants tout de même. Ce sont des valeurs qui, oui, sont protégées à travers un ensemble de lois proprement et essentiellement canadiennes. Mais qu'est-ce que le multiculturalisme? C'est permettre à différents groupes d'évoluer, oui, au sein d'un ensemble, mais évoluer de façon distincte à travers des communautés qui souvent interagissent difficilement les unes avec les autres. Et la question qu'on doit se poser maintenant, est-ce que ce sont les principes que nous souhaitons défendre au Québec? Est-ce que ce sont des valeurs que nous souhaitons défendre au Québec? Et à mon sens, la réponse nous apparaît bien évidente. Donc, non seulement, et là je répète, j'en suis conscient, non seulement le projet de loi n'atteint pas ses objectifs, de surcroît, il vise une communauté, ce qui rend encore plus difficile les problèmes d'intégration. Bref, on recule à tous les points de vue. Quoi vous dire aussi des échanges qui nous ont marqués tout au long de la commission parlementaire? C'est cet épisode survenu la même journée que celle de la communauté sikh qui s'est présentée ici, et ça fait l'écho de l'état de certains articles, justement. Un groupe islamiste qui se présente comme tel, qui s'est présenté à nous, qui était composé d'hommes et de femmes, et une des femmes qui s'est présentée devant les commissaires a refusé notamment de tendre la main à un des députés masculins présents, en l'occurrence moi. Et en toute franchise, je me suis présenté à elle avant même qu'elle ne prenne la parole
comme je le fais à toutes les personnes qui se présentent et qui ont la gentillesse de venir nous exposer leur point de vue. Et j'ai tendu la main, comme j'aime bien le faire, en guise de politesse et pour me présenter. Et la dame, immédiatement, s'est braquée, a refusé de me donner la main. J'ai compris le pourquoi sans insister. Je suis passé à son voisin de gauche, qui est un homme qui a gentiment accepté de me poser la main, me tendre la main. Mais pendant tout le temps de leur présentation, je me suis questionné. C'est un épisode qui me troublait et pendant tout le temps de leur présentation, on les écoutait dire qu'il y a de graves problèmes d'intégration en emploi dans la communauté musulmane, statistiques qui le démontrent et ce à quoi j'ai fait allusion il y a quelques instants. Et le jugement à l'égard du gouvernement était très, très sévère. Ce même groupe disait que le gouvernement québécois n'en faisait pas assez pour intégrer la communauté musulmane. Et je me suis surpris, Monsieur le Président, et je m'en confesse aujourd'hui devant mes collègues, je me suis porté moi-même à la défense du gouvernement, disant que le gouvernement du Québec avait certainement une responsabilité au niveau de l'intégration du Québec. Je crois aussi qu'il pourrait en faire plus. Je crois également qu'il devrait en faire plus. Mais j'ai aussi dit que ce n'est pas uniquement au gouvernement du Québec à mettre les outils en place pour favoriser cette intégration. Les différents groupes sont également responsables de leur intégration. Et je me suis permis, bien poliment, de poser la question à la dame, est-ce que vous pensez qu'en refusant de me donner la main, vous envoyez un signal d'intégration? Et je lui ai exposé l'exemple d'un bureau de circonscription. J'ai dit à cette chère dame, si moi, comme employeur, je dois combler un poste et que parmi les candidates ou les candidats, je reçois une femme qui, à son arrivée, me refuse la main, je lui ai dit en toute franchise, je ne pourrai pas vous embaucher compte tenu de la nature du poste. C'est un poste qui va vous amener au quotidien en contact avec les gens. Et si vous vous refusez de les saluer parce qu'ils sont des hommes, par exemple, du coup, le contact sera impossible et ce ne sera pas possible pour vous de faire l'emploi qui vous reviendrait autrement. Et je lui dis, et ça, indépendamment de vos qualités, de vos compétences professionnelles, sa réponse fut d'autant plus surprenante. Elle a dit non, c'est à la société d'accueil, en l'occurrence le Québec, à reconnaître cette différence et à m'accepter tel que je suis. Ce fut, et quelques collègues du gouvernement peuvent le confirmer. Donc, c'est une réponse qui, selon moi, démontre quelque chose. Il y a au Québec des groupes, peu importe la confession religieuse, qui défendent un intégrisme religieux qui est autrement dit militant. Un intégrisme religieux qui menace justement ce vivre ensemble et qui en demandera encore davantage. Et là, je reviens à la notion du kirpan. Je m'attends, je ne suis pas prophète, encore moins en lien avec ces gens-là, mais je ne serais nullement surpris qu'au cours des prochaines semaines, on voit un avocat accepter, par exemple, de les représenter et alléguer ou soutenir qu'ils ont été victimes d'une injustice en vertu de la Charte des droits et libertés canadiennes, notamment. Donc, ce militantisme religieux, il existe. Donc, à partir du moment où nous en sommes conscients, il faut réagir. Et la réaction du gouvernement pourrait être intéressante, mais actuellement, à travers le projet de loi 94, elle est plutôt décevante. Elle ne réglera en rien ce militantisme religieux, d'où cette référence que ma collègue de Rosemont a faite encore ce matin au projet de loi 391 qui a été déposé par le Parti québécois il y a maintenant un petit peu plus d'une année. Et je vous lis les notes explicatives. C'est un petit paragraphe bien bref. Ce projet de loi affirme, en les introduisant à la Charte des droits et libertés de la personne, les valeurs fondamentales de la nation québécoise, soit l'égalité entre les femmes et les hommes, la primauté du français et la séparation entre l'État et la religion. Depuis, le projet de loi modifie la Charte afin d'y ajouter une disposition indiquant que la Charte doit être interprétée en fonction du patrimoine historique du Québec et des valeurs fondamentales de la nation québécoise.
Bref, la solution de l'opposition officielle, c'est une modification à la Charte québécoise des droits et libertés, et la solution de l'opposition officielle est également l'adoption d'une véritable charte de la laïcité. Avec ces modifications législatives, on pourra prétendre avoir réglé le dossier des accommodements raisonnables et aussi faciliter une meilleure intégration à la société québécoise. Le temps presse, malheureusement. Je conclurai, Monsieur le Président, en disant ceci. Le laisser-faire divise, mais la laïcité au niveau de l'espace civique, elle, unifie. C'est pourquoi je le mentionnais d'emblée, je voterai contre le projet de loi 94 et j'invite le gouvernement à le retirer pour mieux le présenter ultimement dans une version qui reprendra davantage nos préoccupations. Merci, Monsieur le Président. Alors, je vous remercie, Monsieur le député de Deux-Montagnes, de votre intervention sur ce projet de loi.